Quand on parle de science, on a tous déjà entendu des phrases du genre « Mais à quoi ça va nous servir ça ?» Ou encore « Mais pourquoi on dépense un fric monstre là-dedans, on aurait tellement d'autres choses à faire avec ?» Et il vous est peut-être même déjà arrivé de les prononcer vous-même. Alors même si c'est vrai, il n'est toujours pas évident de comprendre en quoi la construction d'un accélérateur de particules à plusieurs milliards d'euros, l'invention de nombres imaginaires mathématiques qui n'existent même pas, ou encore la création de ciseaux génétiques CRISPR-Cas9 peuvent bien apporter à l'humanité, si ce n'est le simple fait de savoir que cela existe. Et pourtant, les retombées de ces découvertes de prime abord extrêmement compliquées et fortement inutiles, sont partout. Elles sauvent des vies tous les jours, nous permettent de nous diriger ou simplement rendent possible le fait que vous puissiez écouter ce podcast en ce moment sur votre téléphone. Alors c'est parti, tentons ensemble de comprendre à quoi ça sert. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Mais à quoi ça sert, où nous allons encore une fois tenter de découvrir les applications de recherche scientifique qui paraissent pourtant de prime abord théoriques et bien inutiles. Et pour ce faire, je suis toujours en compagnie de Willy. Salut Willy. Salut Maxence, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler d'espace. C'était déjà aussi le cas dans le premier épisode où nous parlions de l'intérêt de regarder, d'observer l'espace. Et nous allons nous intéresser à l'intérêt cette fois-ci d'aller dans l'espace. Alors ce podcast est finalement un peu en deux parties. Et ce n'était pas forcément prévu, mais après le lancement réussi de la navette spatiale avec Thomas Pesquet à son bord, autour de moi, je sais pas toi Willy, mais il y avait un peu deux discours. Le premier, un peu comme nous, l'émerveillement, et puis le deuxième, qui disait plutôt on ferait mieux de faire autre chose avec l'argent, on devrait plutôt penser à sauver la planète avant d'aller dans l'espace, ce genre de discours qui ont leur fondement, je ne dis pas, mais il serait effectivement intéressant de parler de qu'est-ce qu'a amené finalement la conquête spatiale, parce que ce n'est pas juste dépenser de l'argent pour témoigner de toute l'hégémonie d'une nation, même si c'est vrai qu'il y a un peu de cela, on va découvrir ensemble que les apports du spatial sont partout, dans le domaine de la vie courante, en médecine, en communication, en informatique, etc. Et pour ceux qui disent qu'on ferait mieux de sauver la planète d'abord, on reviendra justement plus tard là-dessus parce que sachez que les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques n'existeraient pas sans le spatial. Donc je vous expliquerai ça tout à l'heure, mais pour vous donner une idée de l'impact du spatial, ce ne sont pas moins de 2000 applications issues de recherches dans les programmes spatiaux d'après les rapports officiels de la NASA qui ont été développées en matière de technologie, d'informatique, d'environnement, de médecine, de transport, etc. Et même des choses aussi banales qu'un aspirateur de table ou des baskets par exemple. Oui, bien sûr, évidemment. Vous avez sans doute remarqué quelque chose d'un peu nouveau, c'est que vu la technique des caméras et des images qui ont été reportées par rapport au décollage de la navette spatiale et aussi de l'arrivée de Persévérance sur Mars, les images sont tout simplement fabuleuses. C'est la netteté, la beauté du paysage, la beauté de tout ça, c'est déjà un succès magnifique parce que ça fait déjà rêver. Alors on va revenir, Willy, un petit peu dans le passé justement. Comme vous le savez, le début de la conquête spatiale dans les années 60, on va dire, va être le début d'un véritable bond en avant qui a été rendu possible grâce aux technologies conçues et déployées pour l'exploration spatiale. Mais avant, Willy, j'aimerais que tu nous recontextualises un petit peu cette époque du boom du spatial dans les années, on va dire, fin 50 jusqu'à 80, 90, et puis surtout l'attitude qui régnait à l'époque où les gens, j'ai l'impression en tout cas, croyaient davantage en la science, ou en tout cas ils étaient sûrs que c'était la marche du progrès, le spatial. Il n'y avait pas de question comme aujourd'hui, finalement si c'est bien ou c'est pas bien, c'était nécessaire. Alors en fait, oui, c'était une période un peu spéciale. J'étais tout petit, mais c'est vrai que de cette époque-là, les gens sortaient d'une monstruosité qui était la guerre. C'est une ambiance particulière, mais c'est vrai que d'un seul coup, lorsque j'étais petit, que mon père m'a fait écouter à la radio, parce qu'il n'y avait pas de télé, il me disait, écoute ce bip, c'est ce qu'on appelle un Spoutnik, c'est un satellite qui est en train de tourner autour de la Terre. Et là, mais tout le monde était en train d'écouter un bip, un vulgaire bip à la radio, et tout le monde était enthousiaste parce qu'il y avait besoin de rêve après cette période néfaste qu'ils ont vécue. Et puis après, un peu après, on m'a raconté qu'on a mis dans un satellite une chienne qui s'appelait Leica, qu'elle a fait quelques tours de Terre. C'était déjà le rêve. Et beaucoup de monde, tout le monde parlait de ça. Et alors le summum, ça a été quand le premier homme est allé faire quelques tours de Terre. Là, tout le monde était à l'écoute. C'était assez génial.
Puis peu à peu, la conquête spatiale a démarré et les Américains, les Russes ont commencé à se chevaucher pour être les premiers. Et lorsque les hommes sont allés sur la Lune, alors là, mais c'était complètement dingue. Moi, je me souviens, j'étais très jeune, mais j'étais en stop avec un ami et on était dans une voiture en Yougoslavie et le monsieur qui nous conduisait a dit on s'arrête à une station essence parce que les hommes vont atterrir, vont commencer à marcher sur la Lune. Et toutes les voitures s'étaient arrêtées. Le monde entier était accroché à cette fabuleuse image d'hommes marchant sur la Lune. Et c'était un enthousiasme, c'était un rêve, des gens étaient sortis d'une période si sombre, puis peu à peu ça a continué évidemment. Après on a envoyé plein de gens en l'air et puis après on a commencé à sortir du système solaire dans la fin des années 70, c'était en 79, 80. Les premiers vaisseaux spatiaux partaient loin pour visiter toutes les planètes du système solaire. Tout le monde était ébahi, halluciné lorsqu'il y avait une fusée qui partait. Tout le monde allumait la télé pour voir la fusée partir. Et puis jusque dans les années 80, c'était complètement dingue. On allait de plus en plus loin, on avait des images de plus en plus fabuleuses qui nous faisaient rêver. Mais hélas, peu à peu, les gens aimaient la science. Puis vers les années 90, d'un seul coup sur Terre, il s'est passé un drôle de truc, un retour vers l'obscurantisme, un retour vers l'intégrisme, et on se désintéressait de plus en plus de la science, et encore moins des fusées, évidemment. Et là, bien sûr, évidemment, on se demandait, mais à quoi ça sert de dépenser autant d'argent là-dedans? Mais on pourrait se poser la question, de leur époque, à quoi ça servait d'avoir fait une guerre aussi néfaste et aussi coûteuse? Ça ne servait à rien. Donc on ne se posait pas la question, à quoi ça sert? Ça faisait rêver, et on ne savait pas que ça allait entraîner des choses complètement fabuleuses dans la suite de notre vie, dans la suite de la société, dans le progrès social, dans le progrès humain. Voilà, c'était une époque fabuleuse et puis ça s'est éteint. Et là, j'ai l'impression que depuis quelque temps, depuis très peu de temps, on y retourne à la science. Aller sur Mars, aller partout, et puis aussi toutes les découvertes scientifiques qui sont fabuleuses, qui ont augmenté notre durée de vie, etc. Donc, j'ai l'impression qu'on y revient à ce rêve. Oui, effectivement, Willy, tu parlais d'images. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a tous en tête à quoi ressemblent Jupiter, Saturne, et puis leurs lunes, Titan, Europe, Io, Encelade. Mais à l'époque, ces mondes n'étaient au mieux, avec la meilleure télescope disponible, que de simples petits points lumineux. Et comme tu l'as dit, Willy, dans les années 80, avec les premières sondes, comme Voyager par exemple, on a eu les premières images de Saturne, de Jupiter et de leurs satellites, et on a découvert tous ces mondes de feu, de glace, et donc effectivement un émerveillement pour les yeux. Alors on va revenir un petit peu à notre sujet qui est donc, mais à quoi ça sert finalement tout ça? Eh bien à plein d'applications auxquelles on ne pensait pour certaines même pas à l'époque. Et on commence donc avec l'informatique. Et oui, dans ce contexte, à l'époque, si on se remet dans les années 60, c'est un monde analogique. Pas de carte SD, pas d'ordinateur, pas d'appareil photo, pas de Wi-Fi, rien du tout. Eh bien, tout cela, c'est grâce en partie à la NASA qu'on le doit. Alors, l'informatique n'a pas été développée par la NASA, mais a été un catalyseur de son développement. Rendez-vous compte la quantité de simulations qu'il faut faire ou la quantité de données à analyser pour les appareils embarqués à bord de tels engins spatiaux. Tout ça est donc énorme et alors, à cette époque, du jamais vu. Il faut donc créer, en partenariat avec IBM, les premiers calculateurs. Et puis, cela va paraître trivial, mais on ne peut pas emmener un fil qui va relier l'astronaute à la capsule, ça paraît évident, mais nous sommes au début des années 60 et les technologies sans fil pour les appareils du quotidien n'existent pas, il faut donc les créer, et c'est ainsi que naissent les premiers casques sans fil qui permettront par exemple à Neil Armstrong de communiquer sa fameuse phrase lors de son premier pas sur la Lune. Enfin, on doit également à la NASA la participation à l'invention des semi-conducteurs qui ont permis la miniaturisation des appareils électroniques. Et dans ce contexte, cette miniaturisation prend forme avec des appareils photo de téléphones portables. En effet, dans les années 90, une équipe du Jet Propulsion Laboratory s'efforce de créer des caméras suffisamment petites pour être intégrées à des vaisseaux spatiaux ou des sondes. Et bien aujourd'hui, un tiers de toutes les caméras numériques contiennent donc encore cette technologie. On doit aussi beaucoup d'innovations dans le domaine du médical au spatial. Des applications qui sauvent des vies tous les jours, comme par exemple l'IRM, dont on parlait justement dans le premier épisode de Mais à quoi ça sert. Ce qu'on avait omis de dire, c'est que le programme spatial avait aussi apporté sa contribution, puisque la NASA, lorsqu'elle envoie ses sondes dans l'espace, reçoit un signal très faible de la part de l'engin, quelques kilo-octets par seconde.
En termes de débit, c'est donc très faible et il fallait imaginer des systèmes de compression d'images afin de permettre de compresser un grand nombre de données tout en conservant leur qualité. Eh bien, le Jet Propulsion Laboratory a joué un rôle de premier plan dans le développement de cette technologie qui a ensuite contribué à la création des scanners ou des IRM, etc. pour permettre justement de traiter les données en images. D'autres applications comme également la lumière LED qui a remplacé quasiment totalement les anciennes sources de lumière à incandescence dans nos foyers. La lumière LED est d'abord utilisée pour la première fois dans l'espace pour tenter de créer des expériences en laboratoire pour faire pousser des plantes en apesanteur et puis aussi pour soigner les humains. Et oui, parce que la NASA a découvert dans les années 60 que la photobioluminescence, c'est-à-dire l'application sur le corps de lumière infrarouge, pouvait permettre de guérir plus vite en apesanteur. Et cette technique est maintenant largement utilisée en médecine moderne. On doit également à la NASA l'amélioration des membres artificiels tels que les prothèses de jambes. Ce sont des innovations, elles aussi, que l'on doit au spatial en matière d'innovation dans les matériaux, surtout en termes d'absorption de choc associés aux activités robots puis extravéhiculaires dans l'espace, qui ont été donc adaptés aux besoins de l'espace et puis qui ont été ramenés à des secteurs plus communs, qui sont donc le médical, pour créer des membres artificiels plus dynamiques sur le plan fonctionnel et donc améliorer tout simplement le mouvement, le confort et puis la stabilité des prothèses médicales. Et puis les travaux de la NASA sur les rongeurs en apesanteur à bord de la Station spatiale internationale ont conduit à la mise au point de nombreux médicaments pour lutter contre la perte osseuse sur Terre. Ces recherches ont été inspirées par les problèmes de santé notables rencontrés par les astronautes lors de séjours prolongés dans un environnement à gravité faible ou nulle, où vous savez notamment il y a une perte de densité musculaire et osseuse qui est similaire à celle rencontrée sur Terre par des patients atteints d'ostéoporose. Le cadre d'études en microgravité à bord de l'ISS permet donc de simuler, dans le cas des souris, une ostéoporose et de pouvoir tester des nouveaux traitements. Ici, l'anticorps sclérostine développé par Agmen pour lutter contre cette ostéoporose qui a ensuite été effectivement validé lors de missions dans la navette spatiale. Puis enfin, pour terminer avec le médical, un appareil primordial que sont les pompes artificielles qui sont installées sur les patients est un dispositif d'assistance ventriculaire qui fonctionne comme un pont vers la transplantation cardiaque en pompant le sang dans tout le corps pour maintenir en vie les patients gravement malades jusqu'à ce que le cœur d'un donneur soit disponible. Eh bien, ce sont les pompes à carburant des navettes spatiales qui ont ensuite conduit à la mise au point d'une pompe d'assistance ventriculaire miniaturisée par la NASA ainsi que le célèbre chirurgien cardiaque Dr Michael DeBakey. Cette pompe minuscule apporte donc une solution indispensable à divers patients atteints d'une maladie cardiaque. Voilà pour le médical. J'aimerais revenir à des exemples un peu plus triviaux de la vie de tous les jours. Par exemple, on a aussi des choses aussi ordinaires que les lunettes à verre résistants anti-rayures. Eh bien, c'est le Lewis Research Center qui a tenté de développer des revêtements à la base dure comme le diamant pour les systèmes de hublots dans les vaisseaux spatiaux par exemple. Cette technologie a donc été brevetée par la suite et on en a retrouvé ses applications dans le civil. Et puis je vous le disais justement en introduction, les chaussures que sont les Nike Air par exemple, qu'on connaît tous, n'existeraient pas sans les technologies de construction des combinaisons développées par la NASA, puisque c'est un ancien ingénieur justement de la NASA qui a breveté cette idée de chaussures via les matériaux issus du développement des combinaisons spatiales. Combinaisons spatiales qui ont directement contribué à l'élaboration de meilleures combinaisons pour les pompiers d'ailleurs, grâce à des matériaux plus résistants aux températures extrêmes. Et puis la transition est toute faite avec une autre application insolite. Vous avez peut-être déjà vu les pompiers utiliser ce qu'on appelle une pince de vie permettant de libérer des personnes des voitures accidentées en découpant la carcasse. Eh bien cet outil a été mis au point à la base pour prévenir des accidents lorsque la capsule spatiale était bloquée ou qu'il y avait un risque afin de pouvoir libérer le plus vite possible les astronautes dans la capsule pour éviter par exemple que se reproduisent des problèmes comme ça a été le cas sur Apollo 1 où l'équipage a brûlé à bord de la cabine alors que personne n'a pu l'ouvrir de l'extérieur. Puis je vous le disais en introduction, l'aspirateur à main, eh bien c'est la NASA qui a demandé à Black & Decker, pour l'anecdote, de développer un appareil léger pour collecter des échantillons de poussière lunaire qui pouvaient être transportables à la main. Et puis la société a ensuite utilisé cette technologie qu'elle avait créée pour créer le Dust Buster, qui est le premier aspirateur à main de table en 1979. Et puis, pour terminer, encore un exemple trivial, que sont les isolations de maison. Eh bien, sachez que l'espace, qui est
d'un lieu avec des températures plutôt extrêmes, chaudes comme froides, vous le savez sans doute, eh bien la NASA a dû mettre au point pour ce faire une isolation en polyester luminisé de façon à pouvoir, à l'époque, bien imperméabiliser la capsule du vide de l'espace. Eh bien cette barrière radiante est aujourd'hui utilisée dans la plupart des isolants domestiques. Et puis on va venir à un domaine dont je vous parlais au tout début et je vous ai promis de vous expliquer à la fin, en termes d'écologie. On met souvent en parallèle la conquête spatiale et l'écologie, souvent pour souligner le fait qu'aller dans l'espace est quelque chose de futile comparé à l'urgence climatique, ou alors le fait d'aller polluer d'autres planètes avant d'avoir même pu sauver la nôtre, etc., etc. Alors encore une fois, je ne dis pas que tout est bon ou tout est mauvais, mais il faut savoir mettre en perspective les choses. Sachez d'abord que cette notion de fragilité de la Terre, d'urgence climatique, est apparue grâce aux premiers hommes dans l'espace, aux premières photos, aux premiers clichés qui nous ont été envoyés et rapportés sur Terre, où nous avons pu voir la planète comme jamais on ne l'avait vue auparavant. Si vous ne l'avez pas déjà vu, allez chercher sur Internet le lever de Terre qu'on peut observer depuis la Lune. C'est tout simplement la Terre que peuvent voir les astronautes des missions Apollo depuis l'orbite lunaire. Et c'est à ce moment-là que s'est créée véritablement une notion de fragilité de la Terre, de ce petit point bleu, comme disait Carl Sagan, perdu au milieu de l'espace, si fragile, qui abrite tout ce que nous connaissons, tout ce qui a vécu, tout ce qui existera. Eh bien, tout ça est contenu dans ce petit point bleu avec cette atmosphère si ténue au milieu de l'espace qu'il faut donc protéger. C'est cette notion de fragilité de notre maison mère, comme on l'appelle, qu'il faut préserver. Eh bien, c'est avec les premiers clichés qui nous sont issus de la conquête spatiale que ce changement de perception de ce que nous sommes a pu s'opérer. Comme aujourd'hui encore avec par exemple Thomas Pesquet qui nous rapporte lui aussi des clichés de l'espace et qui nous montre un peu plus la beauté de cette planète pour nous en faire pleinement prendre conscience. Et puis moins philosophiquement et plus concrètement, je vous le disais, les panneaux photovoltaïques sont des technologies directement liées à la conquête spatiale puisque les premiers panneaux solaires ont été créés par la NASA pour alimenter les batteries des satellites ou des missions spatiales qui devaient aller d'explorer d'autres mondes. Eh bien, ce sont ces panneaux solaires, cette technologie, qui sont directement liés au spatial et puis qui ont ensuite trouvé leur application sur Terre, dans la vie courante. Et puis enfin, toujours en écologie, la logique de recyclage et les technologies qui vont avec sont également issues de programmes spatiaux parce que oui, dans une navette spatiale, les ressources ne sont pas illimitées. Donc il faut recycler l'air, il faut recycler l'eau, bref, il faut recycler tout ce qui est utile pour transformer des déchets en matière première. Par exemple, les outils de purification de l'eau et de l'air ont été initiés dans les années 60 par la NASA en créant des filtres électrolytiques en argent pour purifier l'eau potable des astronautes. Encore une fois, des idées de recyclage, de cercles vertueux, etc. qui ont été initiées grâce au programme spatial habité. Vous l'aurez compris, je ne vais donc pas continuer cette longue énumération car il y en a des centaines, des milliers de ces applications comme celle-là. C'était juste pour vous faire comprendre et vous donner une idée de toute l'importance qu'a joué la conquête spatiale et encore aujourd'hui, tout ce qu'on lui doit. Et puis j'entends déjà certains qui ne sont toujours pas convaincus et qui se demandent, oui, très bien, mais pourquoi à ce moment-là aller dans l'espace? Pourquoi y rester? Pourquoi avoir construit la station spatiale internationale? Alors on a parlé des débouchés dans lesquels sont issues les technologies servant à aller dans l'espace, mais pourquoi y aller, c'est vrai? Eh bien, parce que ça permet d'être dans un endroit d'étude où l'on peut s'affranchir de pas mal de contraintes biologiques. Quand on étudie des phénomènes justement en biologie, en l'absence de gravité, les expériences prennent moins de temps qu'en laboratoire sur Terre. Reprenez l'exemple justement des souris et donc permettant de tester plus facilement de nouveaux traitements médicaux par exemple. Et puis en physique, Willy, tu vas nous en parler, mais ça permet aussi de s'affranchir de la gravité et puis du champ magnétique et de pas mal de contraintes pour étudier justement des phénomènes physiques. Oui, en fait, c'est extrêmement ambitieux, mais quel est l'avenir de tout ça? Pourquoi va-t-on si loin? Parce que l'homme, depuis qu'il est homme, il a toujours eu envie de découvrir, et essayer de trouver des réponses à tous les problèmes qui se présentaient lorsqu'il découvrait quelque chose. Ne serait-ce que pour la navigation, comme on l'a déjà expliqué, il a fallu regarder le ciel. Et tout le temps, on est toujours en recherche de plus, toujours plus loin. Pourquoi? C'est dans notre nature. On a besoin d'explorer. Alors déjà, ce qu'on veut faire, c'est essayer de voir comment on peut vivre dans l'espace. Donc dans la station spatiale, on fait des tas d'expériences et puis surtout l'expérience biologique. Comment fait-on pour vivre dans l'espace? Pourquoi vivre dans l'espace? Parce qu'il est probable, il est très fort probable, qu'on va continuer le développement de l'humanité au-delà de la planète Terre.
C'est-à-dire s'installer sur la Lune déjà. Et c'est pas mal déjà sur la Lune. Comme la gravité est beaucoup plus faible, il faut beaucoup moins d'énergie pour aller plus loin. Donc la Lune pourrait être un premier relais pour aller sur Mars ou d'autres lieux. Ce qu'on voudrait aussi savoir, c'est existe-t-il la vie ailleurs? Alors il n'est pas impossible qu'il y ait des traces de vie sur Mars, qu'il y ait des traces de vie sur certains satellites de Jupiter ou même de Saturne ou même d'Uranus. On veut aller voir. On veut aller voir. Pourquoi? Parce qu'on est extrêmement curieux. On voudrait savoir si on est seul dans cette histoire, si c'était une histoire qui nous arrive juste à nous, comme ça, une fois, par hasard, dans cette immensité de l'univers, ou alors s'il y a d'autres histoires aussi. Alors, le fait aussi, c'est compliqué, on essaie de résoudre un peu le maximum de problèmes pour aller de plus en plus loin. Il est vrai que pour aller sur Mars, il va falloir des mois et des mois de voyage. Essayez d'imaginer des mois de voyage dans une boîte de conserve, il ne faut pas avoir mal aux dents, parce que là, on ne peut pas revenir. Hein. Donc, toute cette recherche, elle est dans nos fondements, elle est dans nos gènes, on a besoin d'y aller. Et rappelez-vous, le à quoi ça sert de dépenser tant de millions, tant de milliards, tant de centaines de milliards là-dedans, quand on pense à la facture de la dernière guerre mondiale et de toutes les guerres qui sont actuellement sur la planète Terre et toute cette industrie de l'armement qui dépasse très largement le prix de la conquête spatiale. Et je pense que Maxence va nous donner un chiffre intéressant quant à la quantité d'argent mise en jeu. N'est-ce pas, Maxence ? Oui, effectivement, je vais rebondir là-dessus. Je voulais simplement vous rappeler que, comme tu viens de le dire, en France, par exemple, le budget alloué aux militaires en 2021 est de 39 milliards d'euros, contre seulement un peu plus de 2 milliards d'euros pour le CNES, qui est le Centre National d'Études Spatiales Français, l'équivalent de la NASA en France donc. C'est pour vous dire un petit peu la différence, 20 fois plus pour le militaire et l'armement donc. Et puis effectivement, Willy, tu l'as dit, finalement, pourquoi aller dans l'espace? Eh bien parce que quelque part, c'est dans notre nature, on est des explorateurs et c'est inscrit dans nos gènes d'aller toujours plus loin, d'aller explorer de nouveaux horizons, de découvrir de nouveaux continents, de découvrir de nouvelles planètes, de découvrir de nouveaux mondes. Et puis finalement, envoyer des rovers sur Mars, c'est investir dans le spatial et c'est investir dans l'industrie de prestige, de la technologie de pointe que seuls quelques pays, dont la France, c'est déjà pas mal, sont capables de faire. Et c'est pourquoi les ingénieurs français sont justement aussi demandés dans le monde. Ça nécessite les meilleurs ingénieurs, les meilleures technologies qu'il faut parfois justement créer et qui vont trouver des débouchés dans la société. Investir et financer le spatial, c'est donc investir dans un catalyseur, un accélérateur du progrès en vue d'applications futures comme toutes celles que je viens de citer plus haut et qui ne sont qu'un petit aperçu de l'énorme potentiel dégagé par la conquête spatiale, sans parler effectivement, comme tu l'as dit Willy, de tous les bénéfices au long terme de la découverte en elle-même. Alors bien sûr, tout n'est pas noir ou blanc, il y a toujours un aspect politique, il y aura toujours un aspect économique, les gens ne développent pas toutes ces choses par altruisme, mais indirectement, d'autres gens plus altruistes, eux, vont réfléchir à comment ramener ces technologies au plus grand nombre. Une dernière petite chose, regardez les enfants quand ils sont émerveillés devant n'importe quoi, devant un oiseau, ou alors vous leur montrez la lune, vous leur montrez n'importe quoi, l'émerveillement. Ce sentiment disparaît peut-être avec l'âge avançant, c'est bien dommage. Et c'est peut-être une possibilité encore de continuer à s'émerveiller devant les beautés et la beauté de l'univers. Voilà Maxence. Voilà, je crois que c'est sur cette note positive qu'on va terminer. En tout cas, merci à vous. C'était un épisode un peu spécial, fait assez rapidement, mais pour rebondir sur cette actualité du dernier vol de Thomas Pesquet à bord de la Station Spatiale Internationale. Merci à toi, Willy, d'avoir apporté ton expérience encore une fois, et puis ton vécu, ton ressenti sur ce sujet. Et puis nous, je vous dis à très bientôt, dans moins d'un mois, pour un prochain épisode de Mais à quoi ça sert, où nous allons tenter de comprendre à quoi ça sert d'étudier les fourmis, rien que ça, où vous verrez que là encore, il y a des débouchés là où on ne s'attend pas du tout, bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer.